Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'émission Amour et Passion. L'émission Amour et Passion, pourquoi? C'est une émission en fait dédiée aux familles afrodescendantes. Et en fait, ce ne sont pas des questions-réponses, mais c'est une émission qui nous permettra d'avoir des échanges, des causeries avec des personnes, donc des familles, que ce soit des couples ou des familles monoparentales, ou même parfois on aura aussi l'occasion d'avoir des enfants. En fait, durant nos prochaines éditions. Et cette émission a pour but de mettre vraiment le doigt sur tous les mots MAUX qui touchent la communauté afrodescendante vivant au Canada. On sait qu'aujourd'hui, le taux de divorce est le plus élevé au Canada par rapport aux autres communautés. Le taux de dossiers ouverts auprès de la DPJ, pareil, par rapport aux autres communautés. Et aussi le taux d'internement, on va le dire comme ça, pour les addictions, principalement pour la drogue, le sexe et d'autres types d'addictions pour nos enfants et les membres de notre communauté. Aujourd'hui, nous recevons le couple Cui, donc Hubert et Olga Cui, qui nous font le plaisir et l'honneur de nous accompagner dans notre causerie autour d'un sujet assez important. On voit que c'est un couple mixte. Combien d'années de vie est-ce qu'ils ont ensemble? Comment est-ce qu'ils arrivent en fait à maintenir leur couple? Comment est-ce qu'ils arrivent à solidifier le couple et à avancer ensemble malgré les défis qu'ils rencontrent? Nous allons en parler dès maintenant. Bienvenue Olga. Merci. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, donc Olga Tabernero, je vis au Canada depuis 25 ans. Je me suis installée, Hubert est venu quelques mois avant moi, donc je suis au Canada depuis 25 ans et je travaille pour une ville, mais j'ai aussi des activités connexes comme assister dans la gestion immobilière pour des locations. Voilà. Parfait. Monsieur Cui? Mon nom est Hubert Cui, d'origine ivoirienne. Je suis à Montréal, je suis au Québec depuis, comme ma femme l'a dit, depuis 25 ans. On est arrivé ici en 2000. Je suis enseignant de formation. Mais là, dernièrement, mes activités se centrent plus au niveau de l'immobilier. Je suis courtier immobilier, courtier résidentiel et bientôt commercial. Et puis, on s'occupe aussi de gestion immobilière, de tout ce qui est location, tout ce qui est gestion des biens d'autres personnes, tous ceux qui sont intéressés à nous confier leurs biens. On s'en occupe aussi. Moi, je travaille pour la bannière Royal Lepage. On a un bureau à Laval, Royal Lepage partenaire. D'accord, parfait. Mais moi, ce que je retiens, c'est que ça fait 25 ans que vous êtes au Canada. Exactement. Donc, est-ce que vous vous êtes rencontrés au Canada ou est-ce que vous vous êtes rencontrés ailleurs? Et Hubert est arrivé avant, je prends Olga au mot. Hubert est arrivé avant, suivi d'Olga, puis la vie de famille a commencé. Comment est-ce que ça s'est passé concrètement? C'est moi, vous. Okay. On s'est rencontrés en Espagne. On se connaît en Espagne parce qu'il faut dire que ma femme est d'origine espagnole. Voilà, elle est française d'origine espagnole. Donc on s'est rencontrés en Espagne où je suis arrivé en 96 pour continuer mes études. Donc on s'est rencontrés à l'université à Madrid. Okay. Donc on va dire que c'est un amour de jeunesse qui dure toujours. Ah oui, absolument, on peut dire ça comme ça. Ouais. Donc de 96 à 2025, ça fait quoi, 29 ans, ouais. De cheminement. Oui, ensemble, oui. Et combien d'années de mariage? Un peu plus de 25 ans. Un peu plus de 25 ans et 3 enfants si je ne me trompe pas. 3 beaux enfants, 3 magnifiques enfants. 3 hommes maintenant. Ok, 3 hommes, donc plus des enfants mais des messieurs. Exact. C'est ça, d'accord. Et moi j'ai une question assez importante parce qu'on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Déjà, pourquoi quitter l'Espagne pour le Canada? Ça c'est la première question. Et comment est-ce que vous avez commencé à structurer votre vie lorsque vous êtes arrivé au Canada? Je vais te laisser parler. Pourquoi avoir quitté l'Espagne pour le Canada? Il faut dire que quand j'ai fini mes études en Espagne, en 99, j'avais pour ambition, mon but c'était de retourner au pays, de rentrer au pays. En fait, je suis rentré au pays. J'étais au pays en décembre 99. Je pense que tous les Ivoiriens savent ce qui est arrivé à Noël 99. Voilà, c'est le coup d'État.
Donc, ça a un peu bousculé mes plans. Donc, je suis retourné en Espagne quelque temps. Mais au niveau boulot, au niveau carrière, c'était assez compliqué. C'était assez compliqué en Espagne. Et à l'époque, quand j'ai rencontré Olga, elle avait déjà commencé des démarches pour le Canada. Donc, on s'est dit, ben, on ne peut pas retourner en Côte d'Ivoire dans l'immédiat parce que la situation n'était pas idéale pour rentrer au pays. Et puis, en Espagne, au niveau boulot, c'était compliqué. Donc, le Canada, ça a été quand même l'alternative la plus évidente, la plus viable qui s'est présentée à nous à l'époque. Donc, on a fait le grand saut. Lorsque vous êtes arrivé, donc vous avez fait le grand saut, vous êtes arrivé au Canada et votre vie commune a commencé. Durant la vie commune, quels sont les défis que vous avez rencontrés? Déjà les tout premiers défis à l'époque, parce qu'il y a 20 ans en arrière, 25 ans on va dire, en arrière, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de changements jusqu'à aujourd'hui, il y a eu vraiment beaucoup de changements. Quels sont les grands défis que vous avez rencontrés et on va dire de 2000 jusqu'à 2020, parce qu'il y a eu la période du Covid. Je pense que c'est assez important de marquer en fait le stop là. Et après 2020, aujourd'hui, de 2020 à aujourd'hui, quels sont les défis que vous rencontrez? Moi, le premier défi que j'ai rencontré en arrivant au Canada, c'est la température. Parce que j'adore la chaleur, donc pour moi, ça a été un choc d'adaptation. Puis les quelques mois, quand on est arrivé sans automobile, un enfant qui avait 6 mois, ça a été quelque chose. Une expérience, je me posais la question, mais qu'est-ce que je fais ici? Donc on n'avait pas d'emploi au début, on se cherchait. Et la recherche d'emploi quand même a duré quelques mois, disons, pour trouver le premier emploi, ça nous a pris, en tout cas moi ça m'a pris, je suis arrivée en novembre, j'ai eu du mal avec la température, donc je suis repartie, donc je faisais mes recherches d'emploi à distance, jusqu'au moment où j'ai eu une entrevue, j'étais obligée de revenir. Donc je suis revenue faire mon entrevue au mois de mars et puis je suis restée. Donc oui, donc c'était pas évident au début la recherche d'emploi. Moi je te prends un peu au mot parce que c'est toi qui as initié la démarche du Canada. Oui. Tu arrives au Canada et finalement c'est toi qui décides de faire ma carrière. Donc oui. Ben, c'était l'aventure. Moi, je suis une aventurière. Donc, j'aime bien découvrir les pays. J'aime aller à l'aventure. Et puis, je me suis dit, bon, pourquoi pas? C'était difficile au niveau emploi en Espagne. Il y avait la crise. Bon, moi, je travaillais, mais c'était à l'emploi précaire aussi. Et on s'est dit, bon, on va essayer, on va voir, on se donne 4 ans. Puis, mais par contre, je n'avais pas bien vérifié la température. Et puis, bon. Écoutez, ça fait 25 ans que je suis là, je m'y habitue, mais il y a toujours une petite crainte quand il y a le froid. Et au-delà du froid et de la température, tu as dit que tu es arrivé avec un enfant de 6 mois. Donc tu arrives avec un enfant de 6 mois loin de tes parents, parce que je sais que généralement les Espagnols, c'est un peu comme les Africains, quand on accouche, là, on est vraiment bien entouré, on a de la famille, on a des amis pour nous accompagner. Tu te retrouves toute seule avec ton mari. Comment est structurée la vie? Parce que la naissance d'un enfant, surtout quand on est un jeune couple, peut fragiliser le couple. Et loin encore de ces terres. Donc quels sont les défis que tu as rencontrés, selon toi ta vision de femme, en tant que femme, quels sont les défis que tu as rencontrés avec ton enfant, en tant que jeune mère, sur une nouvelle terre, au-delà du froid? Ce serait bien de le partager en fait. Et comment est-ce que tu as mis en place des solutions pour pouvoir y faire face? Bon, le premier défi, effectivement, on n'avait pas le réseau familial, on n'avait pas d'amis, donc il fallait aussi trouver une garderie, puis on était en liste d'attente. Donc en fait, au tout début, c'était rester à la maison, essayer de s'organiser. Hubert aussi cherchait un emploi, donc c'était beaucoup de recherches. Aller, par exemple, je me souviens à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur, donc il fallait se déplacer à Emploi Québec. J'amenais bébé dans la poussette, je faisais mes recherches avec bébé à côté. J'attendais d'avoir une place en garderie. Donc, il a fallu être patient et ne jamais désespérer, toujours chercher des solutions, essayer de trouver des alternatives. Et puis quand même, on a eu une opportunité. Je me souviens qu'on faisait de la traduction. On avait besoin de travailler. Et puis tu avais commencé à faire de la traduction pour l'agence, je me souviens plus. C'était la traduction pour des familles qui avaient, bon, en espagnol évidemment. Donc on avait un petit travail. De temps en temps, y aller. Donc c'était pas
un temps plein, mais c'était, au moins ça nous maintenait occupés. Et non, mais disons que, en fait, il fallait juste avoir une bonne organisation. Mais rapidement, je me souviens, la première maison dans laquelle on a vécu, il n'y avait pas d'ascenseur. Donc je montais 4 étages avec une poussette. Donc j'ai tout de suite dit à Hubert, il faut qu'on déménage et vite parce qu'il me faut un ascenseur. Ouais. Donc il a fallu chercher une autre maison. Et on a trouvé une autre maison avec un ascenseur et dans le quartier Jarry. Parce qu'on est arrivé à Côte-des-Neiges. Je pense que c'est vraiment l'endroit très populaire pour les arrivées des migrants. Des migrants. Oui. Ouais. Et vous, Monsieur Couy, quelle est votre vision de la situation en tant que père de nouveau-né? Parce que 6 mois, c'est petit. Oui, en effet. 6 mois, c'est très petit. Il est arrivé avec sa mère. Il avait 6 mois, c'est notre grand garçon, Michael. Et puis, c'était une découverte, en fait, parce que mon fils est né, et puis, je crois 2 mois plus tard, je suis venu au Canada. Donc, je l'avais vu à peine 2 mois. Et puis, après, je l'ai retrouvé quand il avait 6 mois. Donc, vivre avec un enfant, déjà, au début, on était en France avec les parents d'Olga, ça allait encore. Mais là, on était tous les deux ici avec l'enfant. Je n'avais pas de travail. C'était très compliqué. Malgré tous mes diplômes, c'était très, très difficile d'avoir du travail. Et puis, à l'époque, je sais que j'ai fait un peu de tout ce que j'ai trouvé. Je travaillais dans des entrepôts, j'ai travaillé dans les manufactures, jusqu'à ce que j'ai ce petit emploi-là sur appel pour faire de la traduction français-espagnol pour un organisme qui s'appelle le Praïda, qui se trouve à Côte-des-Neiges. Donc on a commencé à travailler là comme ça, à gauche à droite au moins pour subvenir à nos besoins. Mais on se battait, mais on était bien ensemble. C'est peut-être percutante là. Comment est-ce que vous avez vécu votre paternité et votre masculinité? Le fait de vous rendre compte que vous avez fait des études, il y a beaucoup de diplômes, donc il y a un certain confort dans lequel votre premier fils naît. Il y a un certain confort peut-être que vous avez rêvé, dans lequel vous avez toujours rêvé de le mettre. Et là, vous êtes obligé d'aller faire des boulots alimentaires pour le faire. Comment est-ce que vous avez fait pour ne pas tomber dans la dépression? Parce que ça, c'est un gros sujet aujourd'hui. Oui. Il faut dire que moi, quand je venais au Canada, je n'avais pas non plus de grosses attentes, en fait. Okay. Voilà, moi, je suis venu comme ça. J'ai dit, OK, on va aller. Puis, voilà. Moi, je suis venu avec en tête l'idée de faire ce qu'il fallait faire. Voilà, pour trouver ma voie. Donc, je me dis que c'est un moment difficile à vivre. Mais avec du travail, on va de l'avant. Puis je regardais surtout de moi. Il y avait des gens qui étaient ici depuis un peu plus longtemps que moi, qui avaient de meilleures situations que moi. Donc pour moi, ça a été une inspiration. Je n'ai pas été jaloux. Je n'ai pas dit pourquoi il l'a et que moi je ne l'ai pas. Mon idée c'était plutôt, s'il a réussi à le faire, moi je peux le faire. Donc vous avez toujours eu un regard positif pour avancer. Et est-ce qu'il y a eu des moments où, en termes de communication dans votre couple, ça a été très compliqué à cause de la situation, soit pour des incompréhensions, je dis n'importe quoi, peut-être parce que Olga trouvait qu'il n'y avait pas suffisamment de confort. Par exemple, là, l'exemple de... je parlais de la maison qui n'avait pas d'ascenseur. Ouais. Est-ce que ça créait de grosses tensions dans le couple? À un moment, ça fragilisait votre couple? Ou est-ce que ça vous a plutôt... vous êtes posé et puis vous avez dit... écoute, on vit une situation compliquée, soit individuellement ou à deux, mais il faudrait qu'on communique et qu'on essaie d'évoluer ensemble. Comment est-ce que vous avez vécu tout ça? Ça n'a rien fragilisé au début parce qu'on disait, on vient d'arriver avec nos valises, on a tout à construire, donc il faut vraiment qu'on persévère et qu'on s'accroche. Donc en fait, on voyait ce qui ne nous convenait pas, puis on essayait de trouver des solutions qui nous convenaient pour avoir plus de confort, trouver un endroit central près du métro, avec l'ascenseur, Et puis, puis ça s'est fait rapidement parce que je pense que ça s'est fait, on a déménagé au mois de juin. Donc ça s'est fait très rapidement. D'accord. Et la vie continue. Donc il y a eu d'abord Michael qui est arrivé, ensuite il y a eu un deuxième.
et en troisième. Et vous dites que ce sont des messieurs aujourd'hui et il y a eu l'adolescence. Donc l'adolescence des enfants, c'est sûr qu'entre-temps, votre vie aussi professionnelle et matérielle, on va dire ça comme ça, a bien évolué. Et on sait que l'adolescence est un moment assez complexe pour la gestion des enfants. Donc déjà, un enfant, c'est pas très évident, mais deux, trois, ça peut être très compliqué. Et on a le phénomène des addictions derrière et toutes les lois qui sont mises en place et pas forcément très comprises, même quand on explique, parce que quand on arrive à l'aéroport, on nous donne toute une liasse documentaire à lire. Mais est-ce que vraiment on a le temps de lire toute cette liasse pour comprendre dans le détail ce qui nous attend? Donc vous avez des adolescents, il y a la drogue, il y a le phénomène de la drogue là-bas qui continue, on a les crises même d'adolescence aussi, et puis tout ce qu'on dit à l'école, parce que c'est sûr que les droits des enfants au Canada est carrément différent de ceux de l'Europe et de l'Afrique aussi. Donc comment tout ça, qu'est-ce qui vous est tombé dessus et puis comment est-ce que vous le gérez? Vous l'avez géré ou comment vous le gérez là? Ben écoutez, moi ce que je peux dire, petit enfant, petit problème, grands enfants, grand problème. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention quand les enfants grandissent, l'entourage avec qui ils sont. Et même en faisant attention, il y a toujours des risques de dérapage. Les enfants, par exemple, ici, on leur dit vous avez des droits. Bon, tout le monde a des droits, les enfants aussi. Mais par exemple, une chose qui m'avait vraiment surprise et choquée, c'est qu'à partir de 14 ans, tu ne peux pas avoir accès à son dossier médical. Il peut très bien ne pas t'autoriser. Puis on leur explique tout ça. Donc il suffit que l'enfant soit braqué avec toi, ben, il te prend en chantage. C'est pas facile, il faut toujours gérer les enfants, essayer de leur faire comprendre ce qui est bien pour eux. Donc oui, ça a été, de toute façon, on est toujours dedans là. On a encore des adolescents, donc 2 adultes, mais un adolescent. Et c'est vraiment difficile, je dirais. Et comment vous gérez? Parce qu'on sait que parfois, comme tu l'as dit, là, les enfants, comme ils connaissent leurs droits, ils peuvent s'amuser à nous faire un petit chantage. Mais tous les deux, comment est-ce que vous faites pour converger vos décisions, que ce soit des décisions radicales ou plus souples, puisque c'est sûr que c'est 2 personnes différentes qui se sont mises ensemble, quand bien même que vous cheminez. Mais comment est-ce que vous faites pour adapter en fait vos visions votre vision en fait de l'éducation que vous souhaitez donner à votre enfant? Je pense qu'une des choses les plus importantes aussi, c'est de ne pas se contredire. Voilà, je ne dis pas que ma femme et moi, on ne s'est jamais contredit. On n'est pas parfait. C'est déjà arrivé qu'on se contredise. Parce qu'il faut savoir aussi que les enfants sont très intelligents pour jouer sur les différences que les parents peuvent avoir. Que si les enfants sentent qu'il y a une fragilité aussi dans le couple, ils vont toujours en profiter. Donc, on a toujours essayé d'aller toujours de façon d'une seule voix, d'une même voix. Ça n'a pas toujours fonctionné. Les enfants sont ce qu'ils sont. Même là encore aujourd'hui, y en a qui m'ont dit mon garçon va me dire toi tu dis toujours la même chose que maman, par exemple. Ben oui, je dis je dois dire la même chose que maman, parce que c'est quand il y a une voix discordante que souvent que les problèmes peuvent surgir, mais c'est pas le seul problème. C'est que nous, pour nous Africains, souvent la difficulté, c'est qu'on arrive ici avec une éducation. Moi, je suis né dans un village, j'ai eu une éducation très très traditionnelle à la villageoise, on va dire. Et puis, on n'appelle personne par son prénom, personne qui est plus âgé que nous, c'est tonton, c'est grand frère, c'est maman, c'est tanti. Quand on voit son père, on vénère nos parents pratiquement. Voilà, donc on grandit avec ça, on grandit avec cette image-là. Donc, souvent la difficulté, c'est de faire cette transition-là dans la tête, se dire que on est dans un nouveau monde, on est dans un nouveau pays avec de nouveaux codes, avec de nouvelles règles, et que nos enfants ne sont pas les enfants que nous avons été. Donc, c'est une différence aussi qu'il faut respecter, qu'il faut prendre en compte. On est quasiment au terme de notre émission, mais avant en fait de terminer l'émission, on va parler de la période du Covid, le confinement.
et la période post-confinement, donc c'est-à-dire après 2021. Comment est-ce que depuis... Déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque pendant le Covid, c'est sûr que vous aviez des adolescents. Tous vos enfants étaient adolescents à la maison, si je ne me trompe pas. Là, j'ai essayé de calculer vite fait. Ils étaient tous adolescents à la maison, donc enfermés dans une maison avec des adolescents. H24, puisque nos enfants, on ne les voit pas tous les jours en temps normal, là, puisque tout le monde va vaquer à ses occupations, ils rentrent, et ça a toujours été comme ça. Et on a eu quoi, 1 an, voire quasiment 2 ans, à vivre tous ensemble sous le même toit, surtout 6 mois stricts, là, sans sortir. Comment ça s'est passé concrètement? Moi, en fait, je devais sortir. Donc, j'avais un permis pour sortir. Donc, moi, je sortais. Puis, c'était vraiment bizarre parce que je sortais, j'étais la seule dans la rue pour conduire. Donc disons que la Covid, c'est vrai que c'était vraiment un moment très exceptionnel dans notre vie. Mais je te dirais que je n'ai pas trouvé tant que ça difficile la période des Covid à la maison. En tout cas, moi, parce que je sortais. Peut-être... mais bon, les enfants, quand même, se plaignaient parce qu'ils voulaient aller voir leurs amis. Mais on a quand même, notre maison est assez grande, donc on trouvait des moyens pour se divertir. Je pense que Hubert, toi, tu es resté plus longtemps en confinement que moi, sans pouvoir enseigner. Donc, je te laisse expliquer le reste par rapport à... On avait quand même une bonne organisation. Il fallait prévoir, s'assurer d'avoir suffisamment de provisions. C'était toute une planification. Mais est-ce que vous avez mis les enfants à contribution pour pas qu'ils s'ennuient? Est-ce que durant cette période, ça a été l'occasion en fait de mieux découvrir vos enfants aussi? Ah oui, absolument. Est-ce qu'il y a eu des difficultés, surtout par rapport aux enfants? Comment est-ce que vous avez réglé? Parce que selon les statistiques, le Covid a créé en fait chez certains enfants, chez la plupart de nos enfants, une situation post-traumatique. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui ont été traumatisés, qui sont sujets en fait à des dépressions. Est-ce que vous avez eu à faire face, ou bien vous faites face en fait à cette situation? Ce que je dois dire, c'est que pendant la Covid, bizarrement, on l'a pas mal vécu en fait, la Covid. Voilà, peut-être que c'est une exception, hein, sans doute, parce que moi, j'enseignais à temps plein en ce moment. Et puis, je suis resté à la maison, presque 1 mois et demi à peu près, avec mes enfants. Mais à cette période-là, je me rappelle que les enfants étaient toujours, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Au début, du début à la fin. Et puis moi, j'ai pas voulu non plus qu'il y ait une mauvaise routine qui s'installe à la maison. Donc, je me rappelle qu'à l'époque, ce que j'ai fait, je suis allé dans les rares magasins qui étaient ouverts, j'ai acheté un vélo stationnaire. Et puis, on avait déjà un tapis roulant à la maison déjà. Puis, j'ai essayé de trouver des haltères. Et puis, on s'occupait, on regardait les films, on faisait de l'exercice ensemble. Et puis, quand on pouvait aller marcher, on pouvait quand même sortir pour aller marcher en gardant une certaine distance. 30 minutes, voilà, et puis on sortait, franchement, on l'a pas mal vécu. Pour moi, ça a été plutôt un moment où on a été vraiment, on se voyait chaque jour à la maison. Ça vous a plutôt rapproché? Absolument, moi c'est un gros rapprochement dans votre famille. Voilà, pour moi ça a vraiment. Puis les enfants, ils sont passés à travers quand même assez bien, je veux dire. Voilà. C'est super, ça fait plaisir là de l'entendre. On va bientôt conclure. Là. Parfait. Et j'aimerais savoir en fait pour un couple mixte, parce que dans ce qu'on voit et ce qu'on constate généralement, c'est que les couples mixtes ne durent pas très longtemps. Ok. Surtout là avec la nouvelle génération, c'est vraiment un gros combat. Il y a un choc culturel, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'incompréhension. Quel message est-ce que vous souhaiteriez partager à toutes les personnes qui sont en couple mixte? Ça c'est un. Et de deux, à tous les parents qui voient leurs enfants qui sont en train de cheminer avec 2 personnes d'origine différente, un peu comme vous. Parce que vous êtes aussi quand même un bel exemple, moi je trouve. Je vais répondre à la deuxième question, si tu permets. Oui. Ok, d'accord. La première, tu peux la répéter? Oui. La première question, je me souviens. Voilà, j'ai dit, la première question, c'est que déjà, quel message est-ce que vous pouvez passer aux couples mixtes qui sont en train de se construire aujourd'hui? Être patient. Ok, vas-y. Être patient.
Ouais, faire preuve de patience, de compréhension, essayer de comprendre la culture de l'autre, s'adapter, faire des concessions. D'accord. Et Donc, une comprendre la culture concession, de l'autre, ça veut dire que tu fais du placali, tu fais de la tické, tu Je- manges la tické. oui, oui, je Au mange niveau la tické, culinaire, oui. oui. Par contre, le faire aussi bien qu'une africaine, non. Mais tu le fais, tu t'essaies. Oui, oui, D'accord. oui. J'aime beaucoup la cuisine Et africaine. quelles sont vos passions communes? C'est vrai que vous êtes connus jeunes, donc c'est sûr que Mhm. vous avez eu le temps de construire là, mais c'est quoi vos passions communes? C'est ça en fait, Ouais. c'est vraiment ce genre d'exemple très pratique là que je souhaiterais que vous partagiez avec nos téléspectateurs. Ok. Ben, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais s'il y a un sujet qui nous réunit, c'est l'immobilier. Voilà. Tous les deux, on est des fanatiques de l'immobilier. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on a en commun. Mais pour en revenir à ce qu'elle disait, oui, je pense que être un couple mixte, ça veut dire aussi que quelque part, on va renoncer à certaines choses, à certaines parties de nous, et puis embrasser aussi certaines choses chez l'autre personne. Parce que on peut pas, je peux pas vouloir... je suis africain à 100%, mais il y a des choses pour lesquelles je suis obligé de faire quand même des... Quoi, par Voilà. exemple, concrètement? Ben, Un exemple pratique. Je suis obligé de faire des concessions. Voilà. Ben, un exemple pratique. Non, je vais t'aider. Hein, Ok, si tu veux. vas-y, aide-moi. Tu sais, ça se raconte beaucoup que nos frères africains, généralement, ils n'aiment pas faire la vaisselle. Mais quand ils sont avec des caucasiennes, ils vont se lever à 5 h du matin pour faire la vaisselle, sortir le chien. Est-ce que c'est ce genre de concession-là, en fait? Ok, moi, en ce qui me concerne, faire la vaisselle, faire la cuisine, ça m'a jamais posé de problème. Déjà parce que quand j'étais à l'université à Abidjan, déjà, on est de la génération qui a connu les restos universitaires, mais qui vers la fin, les restos il n'y avait plus rien à manger dans les restaurants U. Donc je suis d'une génération où on a appris à se débrouiller, à faire la cuisine nous-mêmes, même étant déjà au pays. On était à l'université, on faisait nos cuisines, on avait nos petits réchauds, on se faisait à manger. Donc moi, j'ai jamais eu ce besoin-là Donc, de c'est m'asseoir. quoi ta concession, c'est quoi Voilà, la concession ouais. dans la vie de couple? Ben, ma concession que je fais dans la vie de couple, c'est que moi, je me dis, par exemple, que la cuisine n'est pas du seul ressort de ma femme. Oui. Par exemple, que élever les enfants, c'est pas de son seul ressort, que faire le ménage, c'est pas sur elle que ça doit retomber. Donc, c'est des choses qui, dans la mentalité de beaucoup d'Africains, que ça ne passe pas. Oui. Mais moi, je fais très bien à manger chez moi. Super. J'ai toujours commencé à changer les couches de mes enfants dès l'âge même de 2-3 jours. Je les changeais les couches. Super. Ouais. Voilà, ça m'a jamais posé de problème. Je crois pas que ce soit une atteinte à ma masculinité que de faire ça. Je dirais plutôt que c'est pas une atteinte à la masculinité, mais c'est la manifestation de la masculinité. Voilà. Et Je ma pense. femme, elle va vous le dire. Oui. Quand je suis à la maison, je suis tout le temps dans la cuisine. Voilà. Ouais, et c'est un très bon cuisinier. Je valide. Ah ben, t'as de la chance parce que Ouais, je généralement, valide. ceux qui aiment faire à manger sont des personnes très généreuses. Ah, Oui, oui, c'est ce qu'on dit chez nous. Donc, c'est vrai. Oui. Oui, Donc, oui, je D'accord. dirais pas le contraire. Oui. quel conseil est-ce que vous donneriez aux parents qui ont leurs enfants qui sont en train de se mettre en couple? Par exemple, un Africain, un parent africain qui voit son fils africain qui se met en couple avec une caucasienne et vice-versa. En gros, quel conseil est-ce que vous donneriez? Parce que j'imagine qu'avec vos parents, ça n'a pas toujours été facile. Au début, je ne sais pas, bon, on n'a pas, Oui. peut-être durant une autre émission, on aura l'occasion d'en parler. Mhm. Mais quel conseil est-ce que vous pourrez donner en fait aux parents? Aux parents. Oui. Moi, je pense qu'il faut surtout se préoccuper que l'enfant soit heureux avec la personne qu'il a choisie, peu importe la race. Donc, je dirais de apprendre à connaître la personne qu'on te présente sans avoir de préjugés, puis essayer de la connaître et puis conseiller au mieux ton enfant si tu vois des avertisseurs ou des choses un petit peu, mais surtout ne pas se braquer. Super. Monsieur Pouy. Je ne sais pas si je peux donner des conseils aux gens, mais en tout cas, moi, selon mon expérience, on a tous nos préjugés. Mais il faut toujours faire l'effort de voir au-delà de la couleur de peau de la personne, d'aller au-delà de la religion de la personne, etc. Voir la personne comme elle est. Oui, il se peut que la personne ne soit
pas bonnes pour votre enfant. Ça, ça se peut bien. Mais le plus important, c'est de garder vraiment le dialogue ouvert avec nos enfants. Donc je pense que, chers téléspectateurs, c'est sur ces mots que nous allons remercier monsieur et madame Koui d'être passés nous visiter sur notre plateau pour parler d'un sujet d'actualité, un sujet qui à l'époque était d'actualité et qui est toujours en fait dans nos actualités quotidiennes auxquelles nous sommes confrontés. Et merci beaucoup Olga, merci Hubert pour ce passage. Et ce plateau en fait est un peu votre maison. Donc c'est sûr qu'on aura d'autres sujets, on aura l'occasion de se rencontrer sur d'autres sujets qui tourneront toujours autour de la communauté afrodescendante. Aujourd'hui démarre le mois des Noirs et je tenais à vous dire merci. Merci Sarah pour l'invitation. Merci pour l'invitation. À très bientôt.